On va passer à la dernière table ronde de la matinée, les nouveaux métiers bleus et inclusion de la jeunesse. Et je vais appeler M. Philippe Calamel, président fondateur de l'Union des villes bleues d'avenir, Mme Nicole Erdan, qui est la représentante de maire de Guadeloupe, signataire du label Ville Bleue d'Avenir, ainsi que M. Vincent Rosan, qui représente la Chambre des métiers de Guadeloupe. Et en tant que modérateur, Francis Ludger, membre du MODEM Guadeloupe et membre du CODEV de l'EPCI Cap Excellence. Donc, Francis, à toi la parole. Merci, Betty. Alors, nous arrivons presque à la fin de la matinée, donc je sais que c'est une période, c'est un moment charnier. Alors, nous allons effectivement évoquer le thème ce thème de ce matin sur les nouveaux métiers et l'inclusion de la jeunesse. Donc, c'est un thème, je pense qu'on en a déjà un peu évoqué le sujet, puisque ce matin, nous avons eu effectivement des tables rondes qui ont un peu évoqué, je pense, un peu ce sujet. Néanmoins, nous avons donc tenu à avoir un atelier spécifique, table ronde spécifique sur cette question, et c'est pour cela que nous allons effectivement écouter ce matin donc, nos intervenants qui vont nous décliner les métiers bleus et de l'inclusion de la jeunesse. Donc nous aurons, vous pouvez m'excuser parce que je n'ai pas tous les noms et ça a un peu évolué. Donc nous aurons M. Rosan Vincent qui est de la Chambre des métiers de la Guadeloupe. Nous aurons Mme Nicole Erdan qui est adjointe au maire de Goubert et qui porte un projet sur l'économie bleue et aussi membre du label Ville Bleue d'Avenir. Donc Monsieur Simon Vainqueur, mais je pense que c'est Monsieur Vincent qui le représente, et puis Monsieur Philippe Calamel qui est président fondateur de l'Union des villes bleues d'avenir. Alors cette question, elle est prégnante et vous avez vu qu'à travers l'ensemble de nos tables rondes, elle a été évoquée notamment dans le cadre du tourisme et des emplois durables. Elle a été évoquée aussi hier, je pense que ça a été ce matin aussi à travers les interventions, et nous savons qu'en Guadeloupe, nous avons un sujet qui nous taraude beaucoup, c'est la question des sargasses, puisqu'on parle d'économie bleue. Donc aujourd'hui, quelles sont aujourd'hui, peut-on dire véritablement, les activités liées à l'économie bleue? On en parle beaucoup, ça débat, mais pour le grand public et les néophytes, c'est vrai qu'il est parfois difficile de pouvoir comprendre ce qu'on retrouve à travers l'économie bleue. Alors, voilà un peu pour la première question, pour que l'on puisse bien situer le débat, et puis aussi parler des avantages de l'économie bleue, parce qu'aujourd'hui, il est évident que si on choisit ce secteur, c'est parce qu'il y a aussi une plus-value et qu'il y a une possibilité d'avoir donc évidemment des avantages. Alors, aussi les secteurs de l'économie bleue, parce que nous avons beaucoup parlé de tourisme ce matin, mais je pense qu'aussi il y a la pêche qui est concernée aussi par ces questions-là, et il serait intéressant, l'agriculture aussi, l'écotourisme, d'en parler. Voilà un peu, si vous voulez, le cadre de notre intervention. Et puis, nous avons une autre approche aussi qui concerne l'inclusion de la jeunesse. Nous avons vu sur notre département, mais je pense que c'est dans notre maire, cette fuite de cerveau, mais aussi cette fuite de jeunesse qui ne trouve pas forcément la possibilité d'avoir sur place un emploi, qui ne puisse pas forcément mettre ses compétences. Et cette question de l'inclusion de la jeunesse qui est corrélaire aussi à la situation que nous vivons aujourd'hui au niveau de la violence dans notre territoire, sur notre territoire, puisqu'il n'y a pas que la Guadeloupe qui est concernée. Alors, quelles réponses qui peuvent être apportées? Comment peut-on vivre l'inclusion de la jeunesse? Peut-on parler d'inclusion sociale ou d'intégration? Parce que c'est vrai que pendant très longtemps, on a parlé d'intégration. Aujourd'hui, on parle plus d'inclusion. Que revêtent donc ces différentes appréciations? Alors, pour commencer, peut-être, puisque Madame Erdan, qui, elle, porte un projet, donc qui est une personne engagée, va peut-être nous dire à peu près c'est quoi l'économie bleue? Quand on parle d'économie, on parle de quoi? Bonjour à tous, mesdames et messieurs, en vos grades, fonctions et qualités. J'adresse un salut particulier aux députés de l'économie bleue que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Bruxelles. Voilà. Alors, quand on parle d'économie bleue, j'ai simplement envie de me rapprocher de la définition de Gunther Pauli qui dit que l'économie bleue, c'est un vaste champ d'investissement, en tout cas, et d'engagement pour tout porteur de projet. Et là, l'économie bleue concerne, ça va jusqu'à l'économie circulaire. On est dans un système de valorisation matière. Ça concerne plusieurs métiers, pas que, comme on a dit tout à l'heure, les métiers autour de la mer.
c'est aussi les métiers autour du nautisme, des hébergeurs, des restaurateurs, mais c'est véritablement un vaste champ d'investigation, en tout cas, où chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Je vais juste compléter mon propos en disant que je vais présenter le projet, le pourquoi de l'engagement de la ville de Gourbert. J'ai un diaporama, donc quand vous me donnerez la main, je ferai mon intervention. On va sans plus tarder. Basé sur le projet. Très bien. Vous souhaitez que l'on de la ville de Gourbert. Mais après, vous pouvez laisser libre cours aux interventions et le moment venu, je présenterai. Voilà. Alors, donc, Monsieur Calamel, vous avez eu l'occasion d'intervenir très largement tout à l'heure, mais pour vous, l'économie bleue aujourd'hui, vous l'avez dit à travers vos propos dans la table ronde précédente, mais pour vous aussi la même question. Hein. Pour vous, que représente l'économie bleue pour nos îles, pour nos territoires d'outre-mer? En fait, le choix qu'on a fait sur l'économie bleue, on a rajouté la notion territoriale, puisque pas avoir une stratégie que filière, mais d'avoir une stratégie aussi territoriale. Et l'économie bleue, donc si on la prend du côté territorial, en fait, c'est les villes qui sont directement concernées par la mer. Et une ville qui est concernée par la mer, on revient sur tous les enjeux dont vous avez parlé et qu'on a parlé depuis tout à l'heure, l'éducation, quelle est la relation entre une population, la mer, ses métiers, ses savoir-faire, l'héritage qui nous arrive par la mer. L'an prochain, il va y avoir la route du Rhum, mais les routes historiques maritimes, les Amérindiens qui sont venus par la mer et qui ont amené toute une culture, une identité, le café, la vanille, enfin tous ces secteurs et ces métiers, ils sont directement liés à ce que la mer et ce qu'elle nous a amené à tous les niveaux, au niveau culturel, religieux. Et donc, notre définition aujourd'hui de l'économie bleue, je montrais à Nicole Herdan, il y a un grand projet de feuille de route 2030 sur lequel on va tous contribuer. Donc, je remercie d'ailleurs de nous avoir associés à vos travaux et tous les 19 maires et les 2 agglos là, qui travaillent aujourd'hui sur la Guadeloupe. Mais cet enjeu de l'économie bleue, tel qu'on est en train de la définir, et c'est d'où la signature cet après-midi de notre déclaration commune et notre présentation à Nice au sommet des océans, c'est de dire l'économie bleue, c'est d'abord un territoire, une population, une histoire, une culture, des routes historiques. Ça, c'est important parce que aujourd'hui, la définition, elle est sur des métiers. Vous l'avez dit, les pêcheurs, le nautisme, le transport maritime, donc l'éolien en mer, l'énergie. Donc on a envie de ramener la mer dans le cœur des gens et dans les villes, puisque les habitants, ils n'habitent pas en mer. Et si on déconnecte la mer de la ville, du territoire, les gens ont l'impression que ce n'est pas pour eux. Et d'ailleurs, quand je discute avec les maires, l'économie bleue, elle est vécue pas du tout comme un enjeu. Tout le monde en parle, mais personne n'a su se l'approprier. Donc c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et vous verrez concrètement, on va en parler tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire sur un projet de territoire d'investissement de plusieurs millions d'euros pour une ville en termes d'investissement et d'aménagement. Après, ce qui a fait que l'économie bleue est devenue une priorité, c'est que l'OCDE, un peu la grande maison mondiale, a annoncé que l'économie bleue était l'économie de la décennie, la plus importante. Donc c'est vrai que ça mobilisait les banques, tous les secteurs d'affaires et tous les secteurs économiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas une denrée, il n'y a pas un outil qui n'arrive pas par le transport maritime, la recherche et le développement, l'énergie. Donc on voit le tourisme maritime et côtier, on en a parlé tout à l'heure. Donc on voit bien que c'est un concentré de l'industrie mondiale qui se situe sur les façades du littoral ou fluviaux. Donc c'est le grand enjeu. Et il y a une dernière étude qui a été faite par France Travail qui a identifié presque 1000 métiers différents liés à l'économie bleue. Donc sur le transport, la conciergerie, vous parlez... Donc l'écologie, la recherche. Aujourd'hui, il y a des grands laboratoires pharmaceutiques qui travaillent sur les océans. Il y a des solutions médicales fortes. Donc vous avez parlé des sargasses. Aujourd'hui, il y a des vrais sujets de recherche, de développement. La pêche, c'est pareil. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur toute la filière de la pêche, du bateau, des transformateurs. Donc on voit que c'est un sujet énorme. Et ce sujet, s'il y a une région qui doit se l'approprier, ou des régions, c'est l'outre-mer. Puisque l'outre-mer, de fait, ils sont au cœur des océans. Et nous, en tout cas, stratégiquement pour notre coopérative, pourquoi la Guadeloupe? Parce qu'en fait, pour nous, la Guadeloupe a tous les éléments aujourd'hui
pour réussir comme territoire d'innovation et donner des transitions et donner, avec les villes qui aujourd'hui s'emparent du sujet, des bonnes pratiques, en tout cas des modèles à mettre en place, d'où l'importance d'aller chercher les financements, de soutenir les territoires et les entreprises sur ce secteur, mais de façon convergente, un peu comme font les États-Unis. Dès qu'il y a un secteur, tout le monde investit. Bon, nous, on distribue un peu partout. Là, aujourd'hui, on va demander sincèrement à ce qu'il y ait une convergence sur ce développement pour l'île de la Guadeloupe et les îles des Outre-mer, pour que véritablement il y ait un vrai levier et qu'on aille jusqu'au bout. Très bien. Alors, voilà, monsieur Vincent aussi va pouvoir nous donner aussi sa vision, sa définition de l'économie bleue. La vision, ce sera une vision différente parce que c'est une vision de chambre consulaire et nous avons arrêté quelques items sur l'économie bleue et que je vais vous donner en quelques lignes parce que la CMA, c'est un acteur clé pour accompagner les entreprises et les jeunes et les entreprises des métiers bleus. Pourquoi les métiers bleus concernent l'artisanat? C'est surtout ça aujourd'hui parce que nous sommes en train de travailler dessus. Je dirais, nous sommes aux prémices des réflexions et c'est pour cela que c'est un peu moins dynamique parce qu'on est en pleine réflexion, parce que nous avons les jeunes qui frappent à notre porte et pour savoir exactement qu'est-ce qu'on peut mettre, je dirais, en face avec cette économie. Beaucoup de métiers de la mer, de l'eau, de l'énergie sont artisanaux. Ce sont des métiers de construction, de naval, réparation. Vous savez, tout ça, ce sont des maintenances. Et tout ça fait partie aussi des réflexions à mener. Nous avons aussi de l'innovation. Nous avons aussi des services dans des territoires, des savoir-faire. Et tout ça fait partie de notre réflexion à ce jour. Très bien. La même chose, Nicolas. Non, mon propos va faire écho à ce que je disais précédemment sur le tourisme, intégrer la jeunesse, avoir des collectivités territoriales et des organismes publics qui sont stratèges pour, in fine, avoir un profil en face d'un futur besoin à terme. Les acteurs sont en train de bouger. On a des contraintes comme sur le tourisme où on manque peut-être un peu d'inertie entre les différents acteurs. Donc il faut qu'on s'accapare de ces problématiques collectivement et que l'on puisse travailler collectivement ensemble. Merci. Très bien. Alors, je vous propose de visionner ce petit film réalisé avec Madame c'est un diaporama, pardon, sur les actions de la ville de Goubert tournées vers un tourisme durable. Donc, je vous propose de visionner ce film et puis nous reviendrons tout à l'heure pour nos échanges. Est-ce que vous me permettez de l'introduire de façon stratégique? Oui. Sincèrement, pour avoir travaillé avec beaucoup de villes, déjà c'est une femme, et je trouve qu'on a besoin des femmes sur des sujets stratégiques de ce type. Elles ont des visions bienveillantes et à 360 degrés, je trouve que c'est important. Et Nicole, dès le début, elle a cru à ce modèle, donc il y a plusieurs années, elle va en parler. Elle est dans les services de l'État, dans la DEAL, donc elle a cette vision, elle est ambassadrice sur la biodiversité auprès du Premier ministre. Donc c'est vrai qu'on a rarement des femmes de cette qualité en capacité de comprendre. Et donc pour nous et pour nous tous, et j'espère pour la Guadeloupe, d'ailleurs elle va être honorée dans quelques temps, c'est une chance. Merci Nicole. Merci beaucoup. Donc merci. Donc c'est vraiment avec honneur que je partage les travaux engagés par la ville de Goubert pour aller, comme on l'a évoqué tout à l'heure, vers un tourisme durable. Et un tourisme qui est considéré par l'Organisation mondiale du tourisme comme un tourisme qui qui prend pleinement en compte les impacts économiques, sociaux et environnementaux, actuels et futurs, pour répondre aux besoins de nos générations et répondre également aux besoins des professionnels. Oui. Dans le cadre de ma présentation, je vous ferai, donc après l'introduction, je partagerai avec vous les initiatives innovantes et les partenariats stratégiques qui ont été mis en place par notre ville. Et ensuite, je vous présenterai comment la ville, elle parvient à concilier développement économique et protection de l'environnement pour un tourisme expérientiel qui intègre la jeunesse. Voilà, donc des éléments de contexte. On a une urbanisation dominante, comme partout ailleurs.
un consumérisme outrancier et des ressources dont nous disposons à l'échelle de la planète. Et nous avons des défis climatiques qui nous imposent de reconsidérer notre approche du modèle économique, mais également du tourisme. Ce constat génère une aspiration à retrouver des liens plus vrais avec la nature, et donc c'est ce que nous propose le programme Odyssée des villes durables, qu'il s'agisse d'un milieu à protéger, à entretenir ou à valoriser. Il y a de toute évidence, on le note, une réelle prise de conscience qui donne une dimension complètement nouvelle avec l'approche écologique du tourisme. Et la ville de Gourbert, dans le cadre de sa nouvelle équipe, s'est engagée pleinement dans cette transition, donc en intégrant dans son offre touristique son patrimoine naturel et sa biodiversité. Donc, plus qu'une simple destination, la ville de Gourbert aspire à devenir ce modèle de tourisme durable où la préservation de l'environnement est le réacteur de nos décisions, en fait. Je ne peux aller plus loin sans présenter le petit territoire, un vrai joyau de biodiversité. C'est une commune ancrée dans son histoire, de près de 7500 habitants, située au sud de Basse-Terre. On dit qu'elle est la porte d'entrée. Elle est dans un microclimat, ni côte au vent, ni côte sous le vent, et on y trouve des espèces extraordinaires. Il y a même au sein des Monts Caraïbes, vous avez des zones naturelles d'intérêt faunistique et floristique, justement, de portée internationale. Sa position géographique lui confère justement ces qualités par le massif de la Soufrière et les Monts Caraïbes. Et donc, c'est notre ville portuaire. Nous disposons de l'une des 3 marinas, une marina de Guadeloupe, et cette ville recèle tous les atouts d'une destination bleue d'excellence. Et ce n'est pas seulement une étape touristique, mais vraiment le symbole du potentiel que détiennent nos territoires en termes de développement vert et durable. On a un petit bout de chaque territoire. Séjourner à Gourbert, donc à travers 2 prismes, le tourisme vert et le thermalisme. Et le tourisme de plein air prend tout son sens. Il ne faut pas oublier que Gourbert, avec la station de Dolé, avait été la ville étape de villégiature. Et les visiteurs, aujourd'hui, peuvent s'immerger dans une nature préservée, parcourir les Monts Caraïbes à travers les sentiers de randonnée ou explorer la faune, la flore, etc. Et donc, le tourisme s'impose à nous, le bassin bleu, les hauteurs du Palmiste, les sources de Dolé, et ça renforce cette idée d'un tourisme de bien-être qui respecte l'environnement. Alors, plus globalement, toutes les cascades, les cours d'eau que nous avons, c'est vraiment un terrain de jeu où les petits et les grands trouvent leur compte. On a fait de ces espaces-là de véritables laboratoires d'éducation à l'environnement et de développement durable. On est aussi porteur des objectifs de développement durable dans ce cadre-là, parce que l'agenda 2030 nous y invite. Donc le tourisme nautique également. Donc on est fiers de contribuer en tout cas au tourisme nautique en Guadeloupe, avec la seule marina du Sud Basse-Terre. Elle se positionne comme un point stratégique de toutes les excursions, les Sainte-Marie-Galante. Et donc, on soutient ces activités nautiques éco-responsables. Donc, on permet aux visiteurs de découvrir les écosystèmes marins, etc. Et ça permet également de soutenir l'économie locale. Voilà, donc on a de la plongée, de paddle ou de croisière. Et voilà, tout ceci, ce sont des projets qui ont été mis en place grâce au programme Économie bleue. Donc, quand vous séjournez à Gourbert, vous avez le patrimoine culturel et gastronomie. On a actuellement des travaux... Donc, visiter Gourbert, ce n'est pas juste voir les paysages, c'est aussi une ville qui est riche d'un patrimoine historique et culturel. Donc, en tant qu'ancienne sucrière, ville sucrière, elle conserve des traces du passé, avec la poudrière du Ouelmont, l'habitation Bisdari, le hangar Valo. Et on a une petite économie littorale au bord de la zone côtière qu'on peut développer. C'est un petit espace qui subit beaucoup de contraintes, mais nous sommes là. Et je disais que dans le cadre des problématiques d'adaptation, de changement climatique, nous sommes obligés de mettre en place des stratégies d'adaptation au changement climatique, donc qui nous imposent de revisiter nos modes de consommation, de production, d'appréhender notre façon d'être, de vivre et d'habiter. Le programme Route Bleue
Donc, il a été lancé depuis 2021. Nous y avons cru dès le début. Et nous avons mis, Robert désormais s'apprécie sur la base de Totem et toute une plateforme numérique pour accompagner la découverte du territoire. Gourbert, c'est aussi les circuits écologiques. Dans le cadre de son programme, il y a un concept innovant et les itinéraires qui permettent de découvrir la dimension culturelle et écologique. Donc, c'est vraiment une démarche expérientielle qu'on vit hors des sentiers battus. Ce sont des circuits qui permettent de valoriser notre patrimoine naturel qui repose sur un tourisme respectueux de l'environnement. Donc, ça a été présenté, donc je ne vais pas m'y attarder puisque M. Calamel est là pour faire ça. Je présente quand il n'est pas là, mais il est là, je lui laisse faire son job. Voilà. Donc, on a eu à mettre en place plusieurs. Ce projet a fait appel à plusieurs étapes. C'est un travail de concertation avec l'ensemble des acteurs du territoire. Nous avons créé un réseau d'acteurs économiques. Nous avons procédé au recensement des lieux incontournables. Nous avons fait des visites de terrain pour identifier les besoins en signalétique et en accessibilité. Et nous avons fait le recrutement surtout d'un chargé de mission attractivité qui a engagé ces différentes rencontres avec des entreprises en faisant du B2B. Et donc, ces acteurs économiques ont adhéré au label partenaire engagé afin qu'ils se distinguent, entreprises, artisans, prestataires. Donc, il y a un cahier des charges pour ce développement économique et touristique durable. Donc, nous avons une démarche expérientielle qui allie nature et culture et nous pouvons offrir à nos touristes, en tout cas à nos visiteurs d'une manière générale, des séjours mémorables. Voilà, donc les acteurs économiques ont été référencés comme partenaires engagés. Ils sont au cœur de ce parcours touristique expérientiel. Donc, c'est le fruit d'un partenariat très fort avec les opérateurs de l'État, les différentes associations environnementales. Donc, le travail, c'est vraiment, le mot partenariat n'est pas banal. Il fait appel à l'objectif de développement durable 19 qui vise à mettre en place ce partenariat afin de réussir les projets. Et on sensibilise nos visiteurs à l'importance de préserver les zones sensibles. Voilà. Donc, vous avez sur ce diaporama la présentation, en fait, l'innovation, la communication qui a été faite, les supports de communication qui ont été mis en place. Gourbert, je disais, à l'ère du 21e siècle, se découvre en tout cas par des applications mobiles, des bornes tactiles d'information, comme quoi l'IA peut apporter sa pierre à l'édifice. Et donc, ce sont des bornes qui permettent aux visiteurs de découvrir la région de manière interactive. Et nous avons également les entreprises et prestataires qui, avec un QR code, peuvent développer. Ça permet d'accéder à la plateforme numérique. Et toutes ces innovations numériques renforcent notre attractivité. Donc, on développe une communication éco-responsable. Voilà. Vous avez reconnu, c'est le Bain des Amants. Donc, Gourbert, vraiment, on est plus qu'une destination touristique. C'est un modèle de tourisme durable et inclusif où chacun peut vivre une expérience unique tout en respectant l'environnement. Donc, nous vous invitons à nous rejoindre pour découvrir nos routes bleues et venir aussi des ambassadeurs de ce tourisme responsable. Voilà. Et derrière tout cela, pour pouvoir mettre en place tous ces projets, nous avons également adhéré au dispositif territoire zéro chômeur de longue durée pour permettre aux jeunes qui sont en décrochage et en difficulté de pouvoir trouver des métiers qui ne soient pas dans le champ concurrentiel. On part du principe, je ne sais plus qu'à évoquer une référence, on part du principe que nul n'est inemployable. Et donc, sur cette base-là, je prends l'exemple de la marina où les métiers d'Acastillon n'existent pas du tout. On a une marina, on n'a pas encore les éco-mouillages. En même temps, on doit pouvoir faire revenir vers la terre ferme les zones noires et grises. Donc, autant de sujets à traiter,
Mais pour pouvoir créer ces emplois, encore faut-il que les infrastructures existent et que le modèle économique existe. Et donc, pour le réaliser, nous avons bénéficié du fort appui de la plateforme Ville Bleue Durable. Je vous remercie de votre attention. Très bien. Merci, Madame Erdon. Ça, ce diapo a pu illustrer de manière très concrète donc l'action d'une ville pour pouvoir développer sur son territoire donc l'économie bleue et verte. Alors, Monsieur Vincent, comment par rapport à ces nouveaux métiers, puisque vous avez évoqué en tout cas le rôle de la Chambre des métiers, mais comment concrètement faire venir ces jeunes vers ces métiers, puisque on sait que le Guadeloupe a une histoire particulière encore avec la mer, avec l'eau. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la Chambre des métiers arrive à capter des jeunes et à les former à ces nouveaux métiers et aussi dans l'accompagnement de la collectivité régionale qui a aussi un plan stratégique pour la transition écologique? Comment tout ça arrive à se mettre ensemble et que vous, en tant qu'opérateur, vous arrivez donc à répondre aux besoins du territoire en matière de formation dans ces métiers? Donc, comme je vous ai dit, on est en train d'écrire cette nouvelle page. Et aujourd'hui, c'est un nouveau métier. C'est aussi une nouvelle opportunité pour les jeunes. L'évolution vers le métier plus technique, plus numérique, plus durable, ce sont des items que nous avons retenus. Nous avons aussi retenu la CMA accompagne les artisans aussi pour se former, se reconvertir, intégrer ces innovations. Les jeunes peuvent trouver leur place par l'alternance, l'apprentissage, les CAP, les brevets professionnels. Autant de voies d'excellence peu valorisées, mais porteuses d'avenir. Nous avons aussi réfléchi sur comment la CMA agit pour l'inclusion. Action pour développer l'apprentissage, c'est des pistes qu'on a retenues. Faciliter les vocations dans les collèges, accompagnement des entreprises pour accueillir les jeunes, notamment issus de la diversité, mise en valeur des parcours féminins dans des métiers bleus, souvent perçus comme masculins, ça aussi c'est un travail, soutien aux jeunes créateurs, repreneurs d'entreprises. Voilà quelques pistes que nous avons retenues sur la CMA. Très bien. Alors, c'est quand même très important. Alors, s'il y a des questions, puisque nous sommes pris aussi par les contraintes horaires, je ne doute pas, donc par rapport donc à ces interventions sur la question de l'économie bleue et la croissance bleue-verte. Alors, il y a quand même quelque chose, et Madame Erdon pourra peut-être nous répondre, sur la question du financement. Parce que beaucoup de collectivités veulent se lancer, se disent qu'il y a des projets à mettre en œuvre, mais on méconnaît parfois les sources de financement qui peuvent accompagner les initiatives portées par les collectivités locales. Donc, Madame Erdon, je sais que de par votre double casquette, vous pouvez quand même nous en dire deux mots. Sur l'inclusion de la jeunesse et souligner le travail formidable qui est fait au niveau de la RSMA et de ce dispositif d'intégrer sur de la formation des jeunes qui sont ni en emploi ni en formation. On en a trop plein. J'ai pu collaborer également dans ma précédente carrière avec les services de la CMA. Et je souligne leur travail également pour la formation, notamment sur les questions de mobilité. Moi, c'était pour des questions de titre professionnel de VTC à l'époque, avec Monsieur Pierrot, qui est toujours là. Et voilà, ne pas oublier ces profils très typiques de jeunes sans formation, déconnectés du marché de l'emploi aux Antilles et qui n'ont pas forcément les codes non plus du marché du travail. Et le RSMA fait un travail formidable et il faut perpétuer les efforts en ce sens. Merci. Très bien. Merci Nicolas. Avant de répondre à la question des finances, c'est aller dans le prolongement de ce qui vient d'être dit. Effectivement, le jeune, quand il arrive sur le marché de l'emploi, il manque un trait d'union. Les établissements de formation, les lycées professionnels, je peux citer le lycée professionnel de Blanchette qui est sur notre territoire et qui apporte une logistique incroyable à nos jeunes dans le cadre des activités nautiques. Et moi, je trouve ça exceptionnel parce qu'ils vivent la vraie vie au sein de ce lycée professionnel avec de vrais moteurs, voilà, et ça permet aux jeunes de découvrir les métiers, de les sensibiliser en tout cas au métier de la mer avec le partenariat de Pôle emploi sur le projet Atomer. C'est aussi permettre à ces jeunes dans ces lycées le lycée sert de tremplin et donc voilà, donc ils sont dans la vraie vie. S'agissant de la question des instruments financiers qu'on a du mal à mobiliser, toujours il y a un préalable, il y a un préambule à tout. On ne peut pas parler d'instruments financiers si on n'évoque pas la question de l'ingénierie au sein des collectivités.
Et les collectivités ont fait énormément d'efforts déjà pour intégrer la question de la transition écologique depuis cette actuelle mandature, parce que je rappelle que j'ai été conseillère municipale auparavant, et jamais on a autant parlé de transition écologique que maintenant. Les élus sont sensibilisés, et puis c'est vrai que les événements de plus en plus denses et de plus en plus violents, etc., nous rappellent, les inondations, etc., nous rappellent combien nos territoires sont fragilisés, à force sur nos territoires ultramarins. Et donc la commune n'a pas eu d'autre choix que se doter en ingénierie faible, et on a en face l'État avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui accompagne les services de l'État, les opérateurs qui accompagnent en ingénierie. J'ai presque envie de dire, parfois il y a trop d'ingénierie parce que l'acteur de la collectivité, enfin, on s'y perd. Donc comment fonctionner dans ce maquis? C'est pas qu'il n'y a pas de financement, il y a peut-être trop d'instruments financiers, mais on n'arrive pas à avoir la lisibilité claire. Et chaque instrument financier nécessite de rentrer dans les dossiers pour savoir quel type de financement va financer tel type de projet. Alors, pour répondre à cette, cette variété d'instruments financiers, on a créé des guichets uniques, mais bon, ça ne règle pas le problème pour autant parce que le guichet unique, il va sur un dossier unique, mais ça va nécessiter quand même des instructions dans d'autres services. Et honnêtement, l'acteur, la collectivité s'y perd. Voilà, donc des instruments financiers, il y en a. Le gouvernement nous a donné un signal très fort l'an dernier en mettant à disposition des financements au niveau des fonds verts. Cette manne financière a été réduite, je crois, de 40%. Donc on a des douches chaudes, des douches froides. Quand on s'investit sur un instrument qui est facilement déployable grâce à certainement des démarches simplifiées, parce qu'ils ont fait un bel effort l'an dernier, ce qui nous a permis de mettre en place pas mal d'investissements au niveau de la renaturation, etc., de lutte contre les inondations, voilà, pour ne citer que ces exemples-là. On a également, je sais pas, en tant que collectivité, le contrat de réussite de la transition écologique qui est mis en place par le gouvernement, mais ce contrat-là, il a été à la main des EPCI, des établissements. Donc la question de la strate aussi, à la main des EPCI et les communes, si on n'a pas un corpus administratif et technique en capacité de porter les projets pour les intégrer dans le fameux contrat qui est la clé, qui est le sésame en fait pour bénéficier des investissements, donc c'est pas toujours évident. Donc on s'achemine quand même vers des solutions intéressantes et on voit arriver certains financements sur certains projets et c'est plutôt, je dirais, un très bon point pour la transition écologique. Très bien, en rappelant qu'il y a eu le contrat de relance et de transition écologique signé par les collectivités EPCI, les contrats qui ont permis à l'État de conventionner avec des collectivités pour pouvoir lister un certain nombre d'actions qui pourraient être financées à la fois par l'État, par l'Europe, mais aussi par les EPCI. Donc, non, mais c'est un excellent outil. Ils disent que franchement, le CRTE, on l'appelle, il a été d'abord le contrat de transition, ensuite il a été le contrat de relance, ensuite il a pris le R s'est transformé en contrat de réussite. Pour une fois, on sent bien que les collectivités se sont appropriées cet outil-là parce que c'est une vraie plateforme où vous avez la possibilité de déposer vos projets, que vous soyez acteur économique, acteur associatif ou collectivité, parce que vous avez également la possibilité de mettre en place le partenariat public-privé. Et il y a une vraie plateforme de financeurs, la Banque des territoires, l'AFD, etc., pour pouvoir accompagner financièrement les projets qui répondent aux objectifs de transition écologique. Et je dis que la transition écologique, ce n'est pas que de la biodiversité, c'est aussi tout ce qui concerne le quotidien du citoyen. Comment ça nous oblige justement à revoir nos modalités de consommation, de production, d'être, d'habiller, de se vêtir. Et c'est véritablement une approche, un écosystème qui est mis en place pour être facilitateur et faire en sorte que la politique publique portée par la commune soit accélérée. Très bien. Alors, est-ce que l'on a une petite indication sur le poids de l'économie bleue en Guadeloupe? Est-ce que on commence à avoir des chiffres qui nous permettraient de dire, voilà, on est dans une progression? En fait, le document là que j'ai montré, là, qui est à l'étude par l'Europe, la région, vous savez qu'il y a une direction aussi de l'économie bleue que préside Camille Pelage. En fait, qu'est-ce qui est pris en compte dans l'économie bleue? C'est là-dessus, le tourisme. Donc c'est compliqué aujourd'hui. D'ailleurs, sur les chiffres du tourisme, on a du mal à avoir l'ensemble des indicateurs. Juste, je vais vous dire sur les financements. Aujourd'hui, il y a eu une AMI FEDER
Donc il y a eu 122 millions d'euros qui ont été déposés le 18 février pour les villes, hein, Capesterre-Belle-Eau, Trois-Rivières, Bouillante, Gourbert, toutes les villes qui sont rentrées dans le label. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, et c'est un des enjeux qu'on présentera cet après-midi, c'est d'aller chercher les financements directement à Bruxelles, au comité interministériel, pour développer une phase qu'on appelle expérimentale, laboratoire d'innovation, et sortir du droit commun, avec ce qu'a dit Madame Erdan, des règles de droit commun compliquées, des financements compliqués. Donc un des objectifs, il y a 15 financements qui convergent sur ce secteur, c'est énorme, hein, de l'État, des régions, des départements. Vous savez que le département est sur les ports de pêche, sur la culture et le patrimoine. Donc aujourd'hui, c'est pas les financements qui vont manquer ou qui manquent, c'est le préfinancement, l'ingénierie, dont l'AFD a sorti une fiche spécifique. On remplit actuellement avec les villes des fiches de préfinancement, avec des décalages de 3 à 7 ans sur les premiers remboursements, le préfinancement des subventions. Donc aujourd'hui, les outils se mettent en place, les agences d'État sont mobilisées. Donc sincèrement, sur cette génération, et c'est pour ça qu'il ne faut pas la manquer, ça ne sera pas un souci parce qu'on a une approche transversale. Et par exemple, je prends l'exemple de Sainte-Rose, où 300 emplois sur une entreprise à but d'emploi a été inaugurée par le ministre des Outre-mer il y a un mois et demi. Donc on voit très bien qu'en fait, ce qui fait la différence, c'est le projet de territoire. Ce n'est pas de créer des emplois, c'est de créer les conditions de faire travailler ces jeunes. Et Monsieur le Président en a parlé, sur le numérique, sur les bateaux, sur les besoins utiles aujourd'hui qui sont nécessaires et qui n'ont pas aujourd'hui de réponse. Donc les financements ne sont pas un souci dans cette génération, puisqu'il y a eu 3 ans de retard. Il faut consommer les fonds en 2027 en très peu de temps. Et puis il y a des financements en direct sur lesquels on va se battre pour amener ça à la Guadeloupe. Sur les chiffres, oui. Sur les chiffres de la Guadeloupe, moi ce que j'ai, c'est moins de 900 salariés, donc ça représente 0,8% environ sur l'économie bleue. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que le caractère insulaire de Guadeloupe, ça nous impose de toute façon une économie tournée vers la mer. Et il ne faut pas oublier, hein, quand on parle de partenariat public-privé, il faut intégrer les gros acteurs du territoire, et notamment le GPMG qui a un positionnement international important. Et donc cet acteur-là doit justement prendre cette route et se mettre en ordre de marche avec nous. J'ai vraiment juste pour ne pas lisser le propos, oui, c'est le rêve, voilà, on nous dit, Gunther Paul, il nous dit de faire du biomimétisme, d'aller vers l'économie bleue parce que c'est l'économie d'avenir, en fait c'est l'avenir. Ce qui m'intrigue quand même, c'est qu'on est un territoire insulaire avec, on n'a que de la zone côtière. Et donc, heureusement que l'économie bleue ne se résume pas qu'à ça. La problématique de l'invasion, enfin de l'échouement des algues sargasses, voilà, c'était ça aussi mon souci. Je me dis, on vend un territoire, mais en même temps, il y a beaucoup de désordre et on n'arrive pas, parce que je me souviens des premières, des arrivées, des échouements en 2011. On est quand même en 2025. Hein. Et à chaque fois, on a l'impression que l'histoire se répète. Et je ne suis pas sûre. Ça veut dire, soit on est démunis, on nous parle de l'énergie, des métiers de demain, l'énergie offshore ou l'éolien en mer, etc., les éoliennes en mer. Mais on n'arrive pas à trouver le modèle économique qui ira bien. On a beaucoup d'intentions, beaucoup de belles initiatives et tout. Il y a un cas isolé, mais on n'arrive pas à créer quelque chose de structurant pour que le pays, qui embarque et qui emmène le pays. Et moi, avec l'arrivée régulière, on va dire, des échouements des sargasses, il y a un gros consortium qui a été créé pour réfléchir à la valorisation de cette algue-là, mais j'ai un peu peur pour le tourisme qu'on voudrait qu'il soit durable. J'ai une petite crainte quand même par rapport à ça. Très bien. Mais donc on arrive au terme de notre table ronde. Alors je voudrais simplement dire que pour le MODEM, la transition écologique, c'est sensibiliser les citoyens dès le plus jeune âge à l'urgence écologique. On l'a parlé à travers l'inclusion. C'est aussi grâce à un enseignement sur les enjeux du climat et de la biodiversité, c'est-à-dire que très tôt, puisque vous avez parlé effectivement des formations, mais ces questions-là doivent être abordées dès le plus jeune âge dans les écoles. Donc c'est aussi pour le MODEM donc, un point d'entrée pour justement former la population à ces questions dès le plus jeune âge. Très bien, merci beaucoup. On va passer au déjeuner. Et puis, oui. On va tout juste publier cette annonce-là, que le Premier ministre qui vient de sortir,
le 3e plan national pour lutter contre l'invasion des sargasses aux Antilles. Elle a été entendue. Elle a été entendue. Voilà. On va appeler Max Orville pour pouvoir nous commenter tout cela. Si vous pouvez aller me le chercher. Donc, ça tombe à point nommé parce que il faut savoir que nous sommes allés, c'est samedi matin. Le MODEM est parti à Marie-Galante, parce que Marie-Galante reçoit 40% des arrivées de sargasses de la Guadeloupe. Donc, nous sommes allés visiter la zone où on collecte les sargasses. Tu peux venir, Max? La zone où on collecte les sargasses, et nous avons entendu des spécialistes sur la question, et nous sommes vraiment heureux qu'au moment où nous sommes en train de faire notre convention régionale de tout l'outre-mer, que cette nouvelle tombe aussi bien. Mais Max, vas-y. Le Premier ministre nous a entendu, c'est ça? Voilà, il a eu Betty hier. Je rappelle que c'était son anniversaire, le président du MODEM, hier. Et que, alors d'abord, je ne suis pas surpris. Pourquoi? Dès 2018, en Martinique, lors du colloque, du premier colloque européen que j'animais, il était venu en plein épisode des sargasses. Et ça, il avait été le premier homme politique national à dénoncer cette attitude et à souhaiter que la question des sargasses soit qualifiée de catastrophe naturelle. Ça n'a pas pu se faire parce que les assurances en sont mêlées, qu'il a fallu revoir la définition de ce qu'est une catastrophe naturelle. À cet égard, j'avais souhaité au niveau de l'Europe qu'on redéfinisse ce que sont des catastrophes naturelles. Parce qu'il y a des aléas. La catastrophe naturelle est considérée comme quelque chose qui arrive de manière imprévisible et ponctuelle. Malheureusement pour les sargasses, c'est quelque chose d'imprévisible, ou du moins qui est de plus en plus prévisible, puisqu'on sait d'où elles viennent et comment elles se forment, et elles arrivent par vagues. Aujourd'hui, nous avons 8000 km de sargasses sur toutes, dans le monde entier, parce qu'il y en a également à La Réunion. Donc, François Bayrou a de la suite dans les idées. Il nous avait donc bien entendu, et il préconise un 3e plan de lutte contre les sargasses pour doter les collectivités, les communes de ces bateaux qu'on appelle des sargators, qui récupèrent les sargasses en mer, évitant une prolifération et surtout qu'elles touchent nos côtes. Donc voilà, nous avons encore une fois la preuve, s'il en était besoin, d'un Premier ministre qui aime les Outre-mer et qui se bat pour ça. Voilà. Eh bien, merci pour cette première matinée très riche. Merci à Monsieur Calamel, Madame Erdan, Monsieur Rosan, Vincent, merci beaucoup. Et puis Nicolas, merci pour cette dernière table ronde. Et là maintenant, nous allons donner place, merci à Francis. À Francis qui a mené qui a modéré cette table ronde, et qui est membre du MODEM, mais surtout qui est responsable de la section MODEM de Pointe-à-Pitre. Alors, je pense que vous pouvez applaudir de manière très nourrie l'ensemble des intervenants. Merci, Madame Erdan, pour le diaporama très riche et qui nous caractérisait vraiment les efforts d'une commune en matière d'économie bleue. C'est impressionnant de voir ça. Je me demandais, mais est-ce que ça existe déjà? Mais voilà, ça existe. Merci. On pourra continuer à échanger avec Madame Calamel, à présent, Madame Erdan, au repas. Donc, je vous invite tous à vous diriger vers le restaurant en bas, et nous allons reprendre exactement à 14h20, de manière à ce que vraiment nous puissions commencer à 14h30 précise, parce que nous avons du monde en visio au niveau national, et il sera déjà 20h pour eux, donc il faut vraiment qu'on soit à l'heure.